Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec Pierre Le Vigan et André Archambault, stratège d'affaires internationales et auteur chez Avatar Édition du livre Combat pour l'hémisphère nord, vous trouverez le lien dans le champ de description de l'émission. Nous avons intitulé notre tour de table Turquie entre pantouranisme, ottomanisme et islam. Je te laisse la parole, André. Bonjour messieurs, merci beaucoup de l'invitation. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est peut-être lancer le débat ou préannoncer un petit peu la discussion. Je dirais que ces trois paramètres dont tu viens de parler en tant que titre de l'émission, on va pouvoir les aborder à la fois dans le cadre de la psyché historique turque, depuis ses origines à aujourd'hui, et aussi dans le cadre de sa géopolitique actuelle par rapport à la géopolitique de ses partenaires ou adversaires. Puisque si on devait résumer la Turquie à une image plus qu'autre chose, on pourrait imaginer un funambule sur un câble tendu entre l'Orient et l'Occident et qui, pour rester en équilibre, a une longue perche et deux contrepoids, l'islam d'un côté, le nationalisme de l'autre. Et la Turquie, dans son histoire, a finalement été d'un mouvement en avant, en arrière, en avant, en arrière, et est restée en équilibre grâce à ces deux autres paramètres. C'est peut-être une image un peu osée, mais qui permet de résumer le titre de ton émission. Donc, en tant que le pays, la Turquie, d'abord, ce n'est pas un petit pays, contrairement aux idées reçues peut-être de certains. C'est quand même un pays de 83 millions d'habitants qui a à peu près doublé la population qu'il avait en 1980. Donc, c'est un pays jeune, en pleine effervescence économique, qui a un budget de près de 800 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget militaire américain, ce qui relativise aussi la relation entre la Turquie et les États-Unis. C'est un pays qui a un revenu par personne lorsqu'il est rectifié en termes de pouvoir d'achat, qui est finalement dans la moyenne basse de l'Europe, qui est assez comparable aux pays d'Europe du Sud. Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable. C'est un territoire qui est une fois et demie la France, mais qui est aussi un territoire eurasiatique. C'est toujours le funambule entre l'Europe et l'Asie. Et c'est aussi une population qui est quand même pas monoraciale, puisque la population turque représente une majorité serbe de 70 à 75% de la population. Alors c'est un pays qui juridiquement ou officiellement en tout cas a beaucoup de restes de laïcisme, mais qui est en voie d'islamisation, ou en tout cas culturellement d'islamisation, dans la mesure où le régime actuel a progressivement essayé de mettre fin à ce qu'on aurait pu penser être un lavage de cerveau qui avait été initié à la période kémaliste. Alors, c'est ce qu'on peut dire de la Turquie historiquement et aujourd'hui, c'est que c'est quand même un pays intéressant à titre expérimental, puisque c'est un microcosme de l'Eurasie. C'est-à-dire que les problèmes de la Turquie sont les problèmes de l'Europe tout entière ou de l'Eurasie tout entière, et elle se trouve finalement au point névralgique de tous ces problèmes. Alors, c'est aussi un projet géopolitique en compétition, avec de vieux adversaires, comme par exemple la Russie ou l'Iran, mais aussi de partenaires, puisque la Russie est à la fois un adversaire et un partenaire, et c'est aussi un projet en compétition avec les États-Unis, mais aussi en coopération. On y reviendra. Bref, les Turcs aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, et peut-être comme avant les Byzantins l'étaient, ou en tout cas les Romains grecs de Byzance, sont les champions du conflit coopération, pour reprendre la vieille expression de François Pérou en économie, où d'un côté les grands groupes industriels s'associent pour des objectifs pour survivre, et en même temps sont en conflit stratégique par rapport à leur expansion. Alors, un peu d'histoire, et je voudrais parler un peu d'histoire tout simplement parce que ça rappelle un peu, ça se rapporte à la psyché turque moderne. Alors, comme on le sait, il y a eu une époque seldjoukide, une époque ottomane, et puis une époque moderne, qu'on peut elle-même diviser entre une époque kémaliste, nationaliste officiellement, et puis après l'époque ottaniste, qui est l'époque de la Turquie moderne, et puis maintenant la dernière époque, qui est une époque qui se cherche, qui essaie de se redéfinir par rapport à ces trois critères dont on parlait tout à l'heure. L'époque seldjoukide est quand même intéressante parce qu'on sait qu'à cette époque-là, les Turcs avaient été des envahisseurs, mais il y a eu ensuite les Mongols qui sont venus par derrière leur gratter les fesses, si j'ose dire,
Et donc, il y a eu effectivement toute une série de transferts d'influence et de pouvoir. Alors, les Seljoukides, on le sait, ils viennent de l'Est. Ce sont des gens qui sont en réalité les successeurs de la culture hellénique en Anatolie, très rapidement. Et c'est une culture seljoukide qui n'est pas seulement une culture turque, c'est aussi une culture, certains historiens le diront, turco-persane, parce que même l'islam seljoukide est un islam qu'on pourrait qualifier de turco-persan. Mais on ne va pas faire un cours d'histoire là-dessus, mais c'est quand même important parce que ça a permis de faire éclore dans toute cette période seljoukide, en particulier lorsqu'il y a eu les invasions, comment dirais-je, mongoles, une éclosion religieuse d'un type assez nouveau. On peut dire que les Turcs sont les inventeurs du soufisme, finalement. Et donc, il y a eu effectivement un renouveau de philosophie dite spiritualiste, qui essentiellement était un désir de se ressourcer pour se retrouver un sens de destinée à la fois philosophique, religieuse et historique, avec toutes ces confréries soufis qui ont été là pour redonner du cœur au ventre à toutes ces tribus qui s'étaient divisées, puisque le sultanat de Rome avait été éclaté et il y avait quelques principautés égarées à droite et à gauche. Si tu veux bien, Donc le André. soufisme, c'est quelque chose qui, je dirais philosophiquement, comme si on en parlait aujourd'hui, est en quelque sorte un exercice phénoménologique assez classique où on absorbe le monde en soi-même pour le ressortir avec une conscience intentionnelle. Ce n'est pas juste la mère Teresa, c'est quelque chose qui a effectivement une destinée. Il y a une action derrière le soufisme. Donc il ne faut pas se tromper, ce n'est pas du pacifisme. Je dirais que c'est une religion intériorisée pour être réhistorisée, pour avoir un sens historique important. Et ça a des liens avec la Turquie d'aujourd'hui, on va y venir après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un personnage intéressant qui est apparu, c'est le personnage, c'est la période post-Seljoukide, c'est lorsqu'apparaît Osman. Puisque, comme vous le savez, le mot turc vient de ottoman et qui vient du nom de Osman. Alors, dans toute cette pagaille anatolienne, puisque tout se passait en Anatolie à ce moment-là, il y a eu dans la région de Bithynie une principauté dont le pouvoir a été pris par un certain Osman Ier, qui était très proche des confréries soufis, au point qu'il il a épousé le fils d'un cheikh local, et qui effectivement a eu une stratégie qui fait réfléchir quand on voit la Turquie d'aujourd'hui, qui a été une stratégie de grappillement, de grappillage, un coup contre les Byzantins, un coup contre les Anatoliens, pas toucher aux Mongols trop vite parce qu'ils sont dangereux, et qui a essayé progressivement d'élargir l'influence de sa principauté, qui était à deux doigts des Dardanelles, qui était pas loin de Constantinople, et qui était tout à fait un petit peu au nord des routes classiques de la soie. Les gens en parlent des routes de la soie, là encore. Similarité historique importante. Et cet Osman, donc, progressivement, a renforcé sa principauté, fait des incursions dans les Balkans au-delà des Dardanelles, et ensuite et aussi a bien entendu grappillé en territoire anatolien, d'abord dans les territoires byzantins d'Anatolie, puis ensuite il a progressivement consolidé. Mais allons vite, tout ça, ça a donné lieu donc à un empire d'un type un peu particulier qui s'appelait l'Empire ottoman et qui a été poussé par un drive vers l'ouest, puisque la destinée de l'Empire ottoman, c'était essentiellement la volonté d'aller vers Vienne. Alors, parmi les Ottomans, il y a un Ottoman qui est très important, dont il faut se souvenir, c'est Mehmet Ier, qui est donc celui qui a pris Constantinople, ou plus exactement, qui a avalisé la chute de Constantinople, qui s'était autodétruit progressivement. Et c'est quand même quelqu'un d'intéressant, là encore, par rapport à la situation contemporaine et à la psychologie des Turcs et aux idées reçues sur les Turcs, c'est que c'était un jeune prince, donc le fils du sultan Mourad, qui était le fils, dit-on, d'une esclave grecque, qui a été élevé par elle dans son enfance, en éloignement de la cour, et qui ensuite a été repris par son père pour être coaché, si on dirait aujourd'hui, pour devenir sultan. Et il a eu un deuxième coach qui était très important, qui était sa mère adoptive, si j'ose dire, qui était la femme du sultan,
une des femmes du sultan qui avait été placée là en otage, qui était la célèbre Mara Branković, qui était une princesse serbe. Donc ce type-là, il a été élevé dans une ambiance nationale turque, il a été élevé dans un principe impérial, et il a été élevé dans le culte d'Alexandre le Grand, il le disait lui-même, et il a été en même temps formé par une occidentale serbe qui était sa mère adoptive, qui lui a d'ailleurs sauvé la mise à bien des égards contre les vizirs, et qui lui a servi ensuite de diplomate lorsqu'il a pris Constantinople, qu'il est vraiment devenu important dans la suite des choses. Donc, c'est intéressant de voir que le système ottoman, c'est un système quand même assez souple, un système impérial, multiculturel d'une certaine façon, tourné sur l'efficacité et tourné sur le pragmatisme. Alors, on en arrive maintenant à la période un peu décadente de la Turquie. On peut dire que la décadence de la Turquie est en parallèle avec l'ascendance de la Russie, puisque plus la Russie a cru, plus elle a grappillé elle-même sur les sultans. Et de fil en aiguille, on peut dire que les sultans du 19e siècle ont connu de graves crises. Parce que le 19e siècle a été celui justement de toute l'époque des tentatives de réforme avancée, recul, avance, recul, parce que finalement les sultans étaient en difficulté économique, les guerres ne marchaient pas, n'allaient pas dans leur sens. Ils ont eu de grandes tensions à l'intérieur parce qu'ils contrôlaient mal leurs possessions au Moyen-Orient, ils commençaient à mal contrôler leurs possessions en Europe, et ils avaient l'irruption d'une nouvelle génération formée à l'occidental, qui étaient les jeunes Turcs, dont on parlera peut-être à l'occasion, mais qui essentiellement avaient pour objectif d'occidentaliser les institutions du sultanat, et notamment d'une certaine façon de les laïciser, parce qu'un des grands programmes des jeunes Turcs avait été de supprimer, ou en tout cas de faire reculer, la gestion des tribunaux civils de l'Empire ottoman qui fonctionnaient selon des critères religieux, c'est-à-dire que les chrétiens étaient jugés pour tous leurs conflits juridiques civils selon la loi, les lois des chrétiens, les musulmans pareil, les autres religions aussi, ce qui était une chose qu'on ignore quand on ne regarde pas l'histoire de près. Et ces gens-là étaient plus jacobins, en quelque sorte, ils étaient sous l'influence effectivement de la Révolution française et du libéralisme parlementaire. Alors, je dirais que la Turquie du 19e siècle annonce la Turquie de l'échec de la guerre 14-18, en ce sens qu'elle introduit une certaine dose d'occidentalisme sur fond de contrôle économique par les banques occidentales, et si bien qu'elle s'est retrouvée en grande difficulté. Et c'est là que se sont posées, pour la première fois, les premières réflexions avec le sultan Abdulaziz, et puis Abdulhamid, qu'on voit dans les livres d'histoire anciens comme un imbécile ou un rétracté, mais qui en réalité était un homme qui se posait beaucoup de questions et beaucoup de bonnes questions en liaison avec certains réseaux d'information allemands ou autres, ou russes notamment. Et il se posait la question sincèrement, qui sommes-nous, les Ottomans? Où on en est? Est-ce que nous sommes des Turcs? Est-ce que nous sommes un califat islamique? Est-ce que nous sommes un empire multiethnique autour d'un principe général? Et ça a été l'hésitation jusqu'à la guerre 14-18. Et ils sont ayant fait de mauvais choix en allant s'allier avec les Allemands contre les Russes, parce qu'ils avaient peur des Russes. Et ils ont pris effectivement une petite. Ils ont perdu quelques guerres avec les Russes entre-temps. Donc, ils ont été essentiellement les victimes, pour faire court, de la géopolitique de l'époque, qui était la géopolitique pétrolière. Les grands empires, l'Europe était en industrialisation rapide, la Turquie a fait des réformes économiques, le Bagdad-Ban, une tentative de réindustrialisation, comme les tsars l'avaient fait avec Alexandre III et Nicolas II, mais c'est eux qui ont tiré les marrons du feu pour les autres, puisque finalement, après la guerre 14, le pétrole est parti dans les mains essentiellement internationales et anglo-saxonnes. Donc, longue histoire courte là-dessus, arrive à ce moment-là la période Mustafa Kemal, qui est une période, j'allais dire, gaullienne, en ce sens que la Turquie est humiliée et en même temps, Mustafa Kemal veut leur redonner un peu un sens d'orgueil et a joué la carte nationaliste. Alors, Kemal a été assez habile, il n'a pas voulu rentrer dans les guerres, il a voulu redresser la situation,
A-t-il bien fait ou mal fait? On ne le sait pas. De toute façon, son œuvre est quand même en train de disparaître un petit peu. Et toujours est-il qu'il a duré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il a été vénéré. La Turquie, à ce moment-là, n'avait pas une énorme population comme aujourd'hui. Et arrive la période donc moderne de l'après-guerre, où là, les régimes dits kémalistes sont essentiellement des régimes otanistes, c'est-à-dire que si la Turquie est considérée par les Américains comme digne d'être des Européens de l'Atlantique Nord pour la défense militaire, ils s'aperçoivent très vite, par ailleurs, pendant cette période, ce qui explique d'ailleurs Erdogan maintenant, que les Européens ne veulent pas trop d'eux à l'intérieur de la communauté économique européenne, en tout cas de la communauté politique européenne. Donc il y a cette espèce de dichotomie entre d'un côté les Américains qui les flattent et qui les utilisent, et qui les utilisent contre l'Union soviétique d'abord, et puis les Européens qui prennent leur temps avant de savoir si la Turquie doit rentrer effectivement en cycle européen ou pas. André, Donc ils ont été un petit André, peu André, entre deux chaises. Pardon? André, c'était l'époque des gouvernements militaires turcs et à l'époque, Alors oui, il y a eu l'époque des gouvernements d'Emirel et toute la suite, et des gouvernements militaires turcs. Mais j'arrive ensuite à une époque plus intéressante, qui est, j'allais dire, l'époque, comment dirais-je, néo-ottomaniste en quelque sorte, parce que c'est pas Erdogan qui a inventé le néo-ottomanisme, si j'ose dire. C'est d'abord les jeunes Turcs l'avaient inventé d'une certaine façon parce qu'ils partaient du principe que l'islam ne pouvait pas contenir la Turquie parce qu'on ne pouvait pas tenir les Balkans d'un côté et les Arabes de l'autre. Et ce qui a été le problème d'ailleurs des Turcs avant la guerre 14, c'est que quand ils faisaient des réformes libérales, le Hejaz arabe était furieux, et quand ils allaient vers l'islam, les Balkans se révoltaient. Donc il y avait effectivement cette tendance contradictoire qu'ils n'ont jamais su gérer. Alors, les néo-ottomans récents, il y en a eu un qui a été le fameux Turgut Özal, qui a été Premier ministre et président, et qui, lui, essentiellement, avait une vision à l'effondrement, il a voulu tirer parti économiquement de l'effondrement de l'Union soviétique, essentiellement. Il a réalisé que la Turquie, ce n'était pas juste l'Anatolie, et qu'il y avait tout un chapelet. Donc, on peut dire que c'est à la fois néo-ottoman et pantouranien. Il y avait un chapelet de pays qui étaient maintenant libres de négociations avec la Turquie. Et donc, il a commencé à bâtir une théorie d'alliance essentiellement économique avec toutes les républiques d'Asie centrale, du Caucase, pour essayer d'élargir l'influence de la Turquie. Ça a été Républiques qui sont prototype en turcophones, hein, quelque sorte. sauf Pardon? erreur. Républiques qui sont turcophones, Oui, absolument, hein, exactement. dont la langue, en tout cas, est dérivée du turc. Exactement. Pour être précis, tu as raison. Si je te tutoie, tu permets. Donc, il est donc parti dans cette direction. Et on peut dire que donc c'était la première thèse de la Turquie, c'est le Heartland, et il y a le Rimland turcophone à l'extérieur, selon toute bonne vieille stratégie bakindérienne. d'ailleurs, on Donc voit ça, la carte c'est derrière moi. comment? On voit la carte des républiques turcophones. Voilà, donc effectivement. C'est pour ça que notre titre de l'émission est intéressant, mais tout est lié, tout est fusionnel finalement, d'une certaine façon, en fonction il n'y a pas ou l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Il y a effectivement une modernisation des trois termes, peut-être pour arriver à une synthèse. Est-ce que Obama, pardon, est-ce que, comment il s'appelle? Erdogan. Erdogan. Erdogan va le faire ou pas? Ça, c'est autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc l'épopée, si j'ose dire, Erdogan, qui arrive lui aussi, qui arrive dans les années 2000. Et Erdogan, il est le successeur en quelque sorte, et il amplifie la vague néo-ottomane, parce que finalement, je dirais qu'aujourd'hui, la vague néo-ottomane englobe l'ensemble, finalement. La stratégie donc d'Erdogan, il n'en est probablement pas l'inventeur personnel, mais ça a été son ministre, je crois que c'est des Affaires étrangères, qui est aussi responsable de l'AKP, son parti, qui s'appelle Davutoglu, qui lui, pour la première fois, a énoncé la stratégie de la profondeur, justement, l'idée de la profondeur stratégique. C'est-à-dire que Davutoglu a dit, si on veut prospérer,
si on veut réussir, si on veut avoir un destin, si on veut tirer parti de toutes les opportunités géopolitiques ou géographiques de la Turquie, il faut agir avec les Européens comme des Européens, agir avec les turcophones comme avec les turcophones, agir avec les Asiatiques comme des Asiatiques, pour chaque fois essayer de tirer un maximum de profit de cette capacité à entraîner des relations stratégiques utiles à la Russie. Donc c'est un peu un phénomène euh, multifacette, comme on dit en anglais, plurifacial. Et donc, à ce moment-là, la doctrine se résume, on se rencontre de civilisation à civilisation avec les autres États, on ne cherche pas à parler entre la Turquie et la France ou la Turquie ou la Tchétchénie, on parle avec la civilisation occidentale ou avec la civilisation russe ou avec la civilisation islamique. Et comme on est chaque fois adapté, on a des récepteurs et émetteurs compatibles, on peut effectivement engendrer des résultats. Ensuite, on considère que l'islam ottoman, pas l'islam wahhabiste, est un facteur d'intégration compatible avec la mondialisation. C'est-à-dire que c'est une vision moderne de l'islam comme agent de mondialisation basé sur un nucléus fort qui est le néo-ottomanisme. Le modèle multiethnique, c'est un bonus dans la mesure où les néo-ottomans d'Erdogan ont au début cherché à utiliser la communion islamique et le destin historique pour négocier avec les Kurdes. Et ils avaient entamé des négociations avec les Kurdes, qui d'ailleurs, semble-t-il, avaient été, en tout cas on l'accuse, sabotés par Gülen quand ils étaient amis, puisque quand Erdogan a commencé, il a commencé avec Gülen. Et on parlera de Gülen peut-être tout à l'heure. Et donc, la Turquie, donc à ce moment-là, avec Erdogan, se considère effectivement comme un heartland beaucoup plus fort qu'avec Özal parce qu'il il lui apporte une dimension religieuse que Özal n'apportait pas, qui s'ajoute à la dimension linguistique et aussi à la dimension culturelle parce que ils essayent au début, en tout cas ils se présentent comme tels, ils se présentent aussi ouverts à collaborer avec d'autres pays qui ne sont pas de religion islamique, que ce soit les Russes, que ce soit les Européens. André, Oui, faudrait peut-être préciser ici, vu que tu as mentionné les soufis dans ton introduction, vu que tu as mentionné les soufis dans ton introduction, il faudrait peut-être préciser qu'Erdogan, qui est présenté comme un islamiste en Europe occidentale, est en fait un membre de la Tariqa Naqshbandiya soufi et qui n'est pas membre des frères musulmans comme présenté en Europe. tu as tout à fait raison. Alors, on en parlera de ça ensuite dans les comportements stratégiques d'Erdogan, mais fondamentalement, comme d'ailleurs la plupart des sultans, il est effectivement associé aux soufis, ou il est membre de confréries soufis. Donc, on a oublié la force des soufis jusqu'à une période récente. Alors, en ce qui concerne les frères musulmans, on en parle, effectivement, il a eu, quand il a pris le pouvoir au début, il était assez allié stratégiquement avec les frères musulmans. Quand Morsi a réussi son élection En en Égypte. Égypte, les chaînes de télévision turques, y compris celles installées en Égypte, ont aussi pris parti pour Morsi. Et après, quand Morsi s'est fait jeter, il a effectivement continué à soutenir les frères musulmans. Mais comme tu dis, la psychologie d'Erdogan, on en parlera peut-être à la fin de la discussion, c'est un pragmatique absolu, instinctif, d'une certaine façon, c'est une sorte de Trump, mais avec de la profondeur en plus, dans un sens, et en même temps de la prudence en moins, dans un autre sens. D'ailleurs, Et pour parler des frères musulmans, il faut noter la période actuelle, toute récente, parce qu'en ce moment, par rapport à ses objectifs géostratégiques méditerranéens, à savoir les zones d'extension économique exclusive, il est en train de faire un rapprochement avec Al-Sisi en Égypte, si bien que dans les pays arabes, on commence à s'inquiéter dans les milieux frères musulmans de sa volte-face et on se dit il est en train de les trahir, d'autant plus qu'il est en train maintenant de s'associer avec le Qatar, où il a installé une base militaire à Doha, parce que les Qataris eux-mêmes reculent par rapport aux frères musulmans, compte tenu des réalités géopolitiques du moment. D'ailleurs, Alors, André, son soufisme expliquerait peut-être aussi, après la chute de Saddam Hussein en Irak,
l'alliance qu'il y a eu entre le Bas du vice-président Al-Douri de Saddam Hussein, qui lui aussi est soufi de la Tariq al-Naqshbandiyya. Donc c'est un peu plus Oui. compliqué, tout ça, comme on le présente en Occident. Ah ben, en Occident, si on écoute l'Occident, Turquie égale Arabie Saoudite, enfin j'exagère, Oui, mais en gros, c'est Turquie ça. égale islamisme, Turquie égale impérialisme. On lui prête en quelque sorte les mêmes péchés qu'à Vladimir Poutine, d'une certaine façon, parce que tout ce qu'il essaye de faire pour restaurer un semblant d'ordre pour ses 83 millions d'habitants ou 88 millions d'habitants et d'organisation, un semblant d'interconnectivité internationale, une certaine vision un peu moderne du nouvel ordre mondial multipolaire, il est effectivement accusé d'un certain nombre de choses. Alors, encore une fois, ceux qu'il représente, autant que lui-même, sont accusés, parce qu'il il donne peut-être aussi des bâtons pour se faire battre dans la façon dont il s'exprime, la façon dont il agit, qui est parfois difficile à suivre. Ça, c'est un aspect, c'est la dernière question de la discussion peut-être d'aujourd'hui. Mais fondamentalement, les cartes sont là pour la Turquie d'aujourd'hui. C'est qu'il a un pays qui sort d'une crise économique assez grave il y a 2-3 ans, et c'est pas encore complètement sorti de l'auberge parce que les Américains avaient fait chuter la lire quand il a mécontenté les Américains. C'est un politicien qui mécontente un jour, satisfait le lendemain. Alors si on rentre maintenant dans les aspects stratégiques, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? D'abord, il cherche à faire un corridor mer Égée-Méditerranée pour avoir accès aux zones pétrolières et gazières de la Méditerranée levantine. Ça, c'est sa constante. Pour faire ça, il n'hésite pas à attaquer verbalement et parfois quasi militairement des partenaires de l'OTAN en taguant leurs bateaux comme les Grecs ou Macron, les bateaux français. Donc, il a une certaine agressivité de comportement qui effectivement mais qui traduit en même temps une certaine constance. Il fait partie de ceux, comme les Chinois qui sont aussi ses alliés sur certains points, qui considèrent que tous les traités internationaux anciens ont une valeur relative par rapport aux nécessités du monde d'aujourd'hui. Alors ça, il essaye de bâtir ce corridor. La deuxième chose qu'il essaye de faire, je parle un peu dans le désordre, je m'en excuse, mais c'est qu'il essaie de jouer sur la qualité géographique de la Turquie. C'est-à-dire qu'il monnaie en quelque sorte le fait que la Turquie est à la fois une puissance qui peut devenir pétrolière grâce à la Méditerranée, mais en même temps, il monnaie les points de passage. C'est un immense réseau ferroviaire et un réseau de pipelines qui, effectivement, le place en position d'ouvrir ou de fermer le robinet, de faire chanter ou pas. Parce que les Occidentaux sont un petit peu déstabilisé parce qu'il y avait l'Ukraine avant, mais l'Ukraine, c'est pas sûr. La Turquie est un moyen aussi pour les Russes de vendre leurs produits. Donc, il essaye de monnayer sa position stratégique en termes donc d'approvisionnement et d'infrastructures de pétrole. Plus l'accès de la Méditerranée pour la Russie au niveau militaire. Alors, il y a ça. Alors, effectivement, comme on parlait de conflit-coopération, c'est toute la question et ça remonte au tsar et au sultan, c'est qu'il y a quand même un conflit de coopération avec la Russie. La Russie veut avoir accès à la Méditerranée, il l'a déjà avec la Syrie, avec la base de Tartous, mais la Russie commence à bâtir sa nouvelle flotte, etc., pour avoir des bâtiments compatibles avec la Méditerranée. Et donc, effectivement, il est en train de jouer un jeu bizarre avec la Russie en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est le canal Istanbul. Le canal Istanbul, c'est un doublon du Bosphore qui, lui, ne répondrait pas comment dirais-je, aux traités internationaux oui, voilà. sur l'accès aux mers et aux détroits, puisque c'est un canal. Et donc, ça lui permettrait d'avoir un effet de levier. Alors, officiellement, c'est pour dédoubler. Donc, quand on voit cette stratégie turque, ce pas des gens, c'est pas des primates. Ce sont des gens qui, géopolitiquement, sont très intelligents. Et donc, effectivement, le canal, alors ça gêne les Russes, ou du moins, ils se posent la question, est-ce que c'est pour nous gêner ou est-ce que c'est pour nous favoriser? Ils ne ferment pas le Bosphore, naturellement. Mais donc, il y a effectivement cet aspect intéressant. Donc, c'est un opportuniste qui, d'un côté,
va s'allier avec les Russes contre les Américains en achetant des armes, en achetant du pétrole, parce que l'essentiel des fournitures pétrolières, c'est quand même la Russie et l'Iran, entre parenthèses. Donc, 94% des ressources pétrolières et gazières, ça vient de ces deux pays pour la Russie, pour la Turquie. Donc, les Russes ont les moyens de la patience stratégique avec Erdogan, la personne, pas Erdogan, le chef d'État. Et Erdogan, la personne qui de temps en temps va à droite, de temps en temps va à gauche. Le Russe, lui, a la patience stratégique et se dit, je lui apporte les fournitures, je lui apporte l'armement, je l'ai aidé contre le coup d'État Gulen. N'oublions pas que les Russes ont prévenu en douce Erdogan qu'il y avait un coup d'État contre lui, et le rapprochement est venu de là. Et Gulen, lui, de l'autre côté, a été extrêmement honni en Turquie, contrairement à ce qu'on pense en Occident, parce qu'il a été quand même perçu comme un traître. Et il vit aux Euh, États-Unis maintenant. comment Et il vit aux États-Unis maintenant. Et il vit aux États-Unis. Et Gulen est connu. Il était connu même quand il était encore officiellement en Turquie. Il passait son temps à l'ambassade américaine à leur donner des documents pour les convaincre qu'il y avait tel ou tel complot, etc. Donc, il est très repéré, Gulen. Gulen, il est considéré effectivement comme un faussaire par beaucoup de Turcs. Alors, ça ne veut pas dire que… Par contre, quand on voit la différence objective de la philosophie religieuse de Gulen et la philosophie religieuse d'Erdogan, il n'y en a pratiquement pas. Les deux sont en réalité pour l'entreprise privée. Les deux ont une grande connotation soufie, puisque Gulen a été élevé, il a été formé par un soufi kurde à l'époque. Mais par contre, Gulen a une vision apocalyptique du destin de l'humanité, ce que n'a pas Erdogan, qui ne pense pas à l'apocalypse pour dessous, je suis sûr. Donc ça, c'est des choses… Donc, qui dit vision apocalyptique dit quand même implication géopolitique, parce que si on veut que la Turquie explose, c'est une façon de traiter apocalyptiquement le problème, pour le remplacer par autre chose. Donc, Erdogan, je dirais, si je veux résumer, il veut créer un passage obligé, multisectoriel, multifactoriel, entre les grandes puissances. Je te file, tu passes mes infrastructures chez moi, tu fais transiter l'énergie chez moi. Europe, je te vends quand même 54% de mes produits, je t'achète 40% de tes produits. Russie, je t'achète tes armes, je t'achète ton pétrole, je te tiens par la rebichette, tu me tiens par la barbichette, et je te fais chanter, si jamais tu m'embêtes, je te largue des millions d'immigrés sur ton territoire, ça c'est pour l'Europe, ou je joue contre toi avec les Américains au Haut-Karabakh quand, quand ils s'adressent aux Russes en soutenant les Azéris contre les Arméniens. Donc, il y a en permanence cette tentative de maître chanteur qui est liée probablement au fait que Erdogan, historiquement, d'après certains de mes amis turcs, m'ont dit que c'était en réalité une espèce de bagarreur de rue quand il était jeune. Ce n'est pas un type qui a fait Harvard, hein, c'est un battant. Donc, il est là, c'est un batailleur qui est capable, qui en permanence est en train de jouer les uns contre les autres. Il est aussi, comment dirais-je, et alors il a aussi une stratégie qui est excellente, à mon avis, qui n'est pas assez relevée, c'est la stratégie du soft power. Oui, donc la stratégie turque de soft power est assez intéressante dans la mesure où il a complètement révolutionné les productions cinématographiques et télévisuelles de Turquie, avec une très forte exportation dans tous les pays justement du Rimland, comme on dirait maintenant, d'Asie centrale et ailleurs, un peu en Europe également, et en Afrique du Nord. Et ces André, séries turques… André, pour t'interrompre, le monde arabe est envahi des soaps turcs, surtout néo-ottomanes. Alors justement, toute l'idée derrière ce soft power, c'est effectivement la production de séries d'ailleurs de très grande qualité, Absolument, j'en ai vu techniquement, quelques-unes. historiques euh, ou modernes, qui, les historiques, effectivement, montrent ce que c'était que l'Empire ottoman, montrent la grandeur de l'Empire,
donc sont extrêmement pro-ottomanes et aussi patriotiques. Et aussi présentent un islam comme faisant partie intégrante, mais vigoureux, euh, au sein de la Turquie, face, et là il y a peut-être un peu biaisé parce qu'à l'époque ce n'était pas nécessairement le cas, mais face à la décadence spirituelle et morale des puissances occidentales. Alors, ils arrivent à faire rentrer ça à la fois dans des séries historiques, voire même dans des séries policières. Il y en a une notamment qui est assez remarquable, qui se passe sous les sultans Abdul Hamid et avant Abdul Aziz, où c'est un cadi et son équipe de police qui, d'une part, traitent contre des criminels, mais ensuite traitent contre les ambassadeurs des puissances étrangères à Istanbul, les complots internationaux pour contrôler les banques, contrôler les puits de pétrole ou les prospections pétrolières à Mossoul et en Arabie, et qui sont véritablement les méchants et en même temps les corrompus, moralement dissolus. Donc c'est assez primitif, mais en même temps très bien fait, et ça passe assez bien finalement. Et on le retrouve au Pakistan, on retrouve ces séries-là un petit peu partout, et qui donnent une image donc plaisante à regarder, et en même temps très édifiante sur le plan moral. Alors, il y a tout cet aspect production, il y a l'utilisation aussi de la Turkish Airlines qui dépense des budgets pharaoniques de publicité, mais qui sont en réalité des publicités à évocation ottomane ou de rayonnement international turc. Et puis, un autre aspect aussi du soft power d'Erdogan, c'est le nombre d'ambassadeurs, d'ambassades, parce que dans le Moyen-Orient, c'est là où c'est la plus grande puissance qui a des ambassades, les plus nombreuses au Moyen-Orient, plus que les Occidentaux ou ailleurs. Donc, il y a véritablement cette présence très, très ancrée. Et puis, il y a les chaînes de télévision. Je disais tout à l'heure qu'il avait des chaînes de télévision en Turquie, bien sûr, mais il avait aussi des chaînes de télévision implantées en Égypte. Et donc, il a tout ce réseau de rayonnement qui fait que la Turquie n'est plus vendue comme l'homme malade de l'Europe, elle n'est plus vendue comme le petit chien des puissances occidentales, mais comme une puissance fière d'elle-même qui s'affirme face aux impérialismes. Alors, ils adorent adorer dans leurs séries ou dans leurs discours la notion d'impérialisme, et effectivement, c'est comme ça qu'ils se présentent. Donc, ils sont un peu comme les Chinois qui présentent les autres comme des impérialistes, et je dirais que ça apporte de l'eau au moulin des communautés turques de la diaspora, et ce soft power est quand même un power politique, en ce sens que quand vous avez des millions de Turcs en Allemagne qui votent aux élections allemandes, ou des centaines de millions de Turcs qui votent en France, des centaines de milliers, pardon, il y a effectivement une influence considérable sur le résultat des scrutins. Donc, l'air de rien, la Turquie d'Erdogan a une influence électorale bien plus forte que l'Arabie saoudite ou tout le reste, qui, eux, vont investir dans les mosquées, mais sans jamais avoir réussi à pénétrer la stratégie civique, en quelque sorte, des pays comme les pays européens. Donc ça, c'est quand même quelque chose à suivre aussi, parce que si l'on analyse maintenant de façon, pour faire un petit résumé partiel, on peut dire que la Turquie d'Erdogan, c'est quoi? Sur le plan défensif, tout d'abord, c'est se présenter comme un passage obligé et être un maître chanteur, en quelque sorte économique, énergétique. Ensuite, sur un plan proactif, comme on dit en franglais, ou volontariste, c'est l'ouverture de nouveaux corridors sur lesquels on exerce plus de contrôle, comme les zones d'exploitation exclusive, au risque d'avoir des problèmes avec les Grecs et avec les Chypriotes, et en même temps le projet du canal Istanbul, qui est beaucoup plus stratégique qu'on l'imagine, bien qu'on n'en mesure pas encore totalement la portée. Et sur un plan, alors là, stratégique à long terme, c'est collaboration avec la Russie sur l'énergie, les armes, les pipelines de transit, le soft power culturel dont je viens de parler, et la réorganisation stratégique par rapport aux frères musulmans, justement. Ça, c'est tout récent. On ne mesure pas encore la portée de ce que ça va être, mais il y a plusieurs articles de presse marocaine, algérienne,
qui se plaignent un petit peu de ces volte-face récentes sur le Qatar et avec l'Égypte, avec qui il a l'air de faire ami-ami maintenant. Et on comprend pourquoi, parce que l'Égypte elle-même a des ambitions pétrolières et gazières en Méditerranée, puisque entre les Israéliens et les Américains qui prospectent dans les zones de Chypre, les Turcs qui prospectent dans les zones de Chypre et grecques en dépit de certaines difficultés, l'occupation amicale de Tripoli par les Turcs, qui elle-même a permis de signer un contrat pour définir de nouvelles zones d'exploitation au bénéfice de la Turquie, l'Égypte elle-même a été un petit peu amenée à considérer que la Libye étant elle aussi son Rimland, elle devait aussi avoir une attitude peut-être plus conciliatrice avec Erdogan et Erdogan vice-versa. Donc, panier de crabes pétrolier qui est assez similaire à ce que c'était avant 1914, les mêmes causes peut-être produisant les mêmes effets. Et on a un président turc qui fait au mieux avec les faiblesses qu'il a, en ce sens que c'est un président médiatique, il faut le dire, qui fait beaucoup de show-off, pour parler franglais, et qui a quand même eu une petite gamelle électorale il n'y a pas longtemps, en 2019, c'est qu'il a perdu Istanbul et Ankara aux élections municipales, ce qui montre quand même que en Turquie, on n'arrive plus tellement à le suivre. Alors, vous allez me dire, c'est les grandes villes, donc c'est les milieux bobos. Les milieux bobos sont plutôt pro-occidentaux et n'aiment pas cette instabilité qui n'est pas bonne pour les affaires ou pour la prédictivité. J'ajoute un dernier point, avant de poser des questions sur sa personnalité, c'est qu'il y a aussi la dimension géopolitique et économique de la Covid, ou du Covid, selon de ce côté de l'Atlantique, on dit la Covid. En ce sens que cette maladie quasi médiatique, pour être gentil, a un effet quand même considérable de ralentissement économique et de réinitialisation économique. Si ça dure comme ça pendant 4 ou 5 ans, il est certain que ça va diminuer les besoins énergétiques des pays développés. Si ça diminue les besoins énergétiques des pays développés, ça va diminuer les besoins énergétiques en provenance des pays désagréables avec lesquels il faut traiter, pour les Occidentaux, comme la Russie, par exemple. Alors, c'est une cause qui n'est pas voulue, j'imagine, mais qui a quand même c'est une conséquence qui est quand même assez possible. Et la Turquie va se retrouver un petit peu au milieu de tout ça aussi. Donc, c'est une mauvaise chose pour la Turquie, c'est plutôt une mauvaise chose parce que oui, sa situation stratégique sera légèrement moins importante. exactement. On consomme moins de gaz et de pétrole originaires de la Russie et d'ailleurs plus largement des pays de l'ex-Union soviétique, de l'Eurasie, etc. C'est vrai que la Turquie n'a pas intérêt à un ralentissement durable de la croissance économique mondiale, pour le coup, et notamment de la croissance économique de l'Occident. Et d'ailleurs, il en a payé le prix aux élections législatives, aux élections municipales, parce qu'il avait une crise économique à gérer, parce qu'il y avait des sanctions américaines à la suite des antimissiles. Et il a quand même vu le boulet passer près, parce que la lire s'était effondrée de 45%. Elle a repris un peu du poil de la bête et l'économie repart sur 5% par an maintenant, on espère pour 2021. Alors qu'il y a quelques années, la croissance a été de 8-9% pendant plusieurs années de suite. Hein. Je voudrais revenir, André, te poser une question sur les décisions internationales qu'il y a eu il y a quelques années d'extension des zones de souveraineté maritime. Oui. Bon, ça a beaucoup d'influence pour la Turquie, qui a une côte extrêmement étendue, encore plus étendue si on ajoute la moitié de Chypre qu'ils ont, sur lequel ils ont mis la main mise. Et du coup, comment vois-tu ces questions, sachant qu'on a trouvé du pétrole aussi au large de Gaza, etc., et que pour ce qui est en tout cas de la partie nord de Chypre, la Turquie est très active dans ce secteur. Enfin, ils n'ont aucune intention de laisser le pétrole aux mains des Grecs et indirectement donc de l'Union européenne dans toute la mesure du possible.
Ben oui, puis il y a une petite rivalité aussi avec Israël dans certains sens, parce qu'Israël ne prospecte pas au nord de Chypre, mais au sud, en liaison avec les Américains. Donc, Israël est aussi un agent maintenant important, puisqu'ils sont exportateurs eux aussi déjà maintenant, hein. Et d'où il y a Et, la de- et- friction et- avec d'où il y a la friction avec le Liban et le Hezbollah. Parce qu'il oui, y a alors, c'est pour ça que je disais des tout à l'heure, fonds, c'est un parce qu'il peu y a- c'est une maison de fous, cette Méditerranée, parce que c'est la zone de tous les risques, malgré tout. Mais je dirais que je ne saurais pas, Pierre, répondre vraiment très certainement, parce que Erdogan se présente un petit peu comme l'homme qui met le poing sur la table et qui n'a pas peur. Et jusqu'à présent, il l'a prouvé. Alors, c'est, à mon avis, probablement un message aussi envoyé aux puissances occidentales pour leur faire savoir qu'il ne va pas se faire marcher sur les pieds. Il ne va pas se faire déshabiller. Alors, il a besoin pour cela d'un allié. Il semblerait, d'après ce que j'ai lu, mais on attend peut-être des confirmations plus concrètes, il semblerait que les Chinois eux-mêmes adhèrent à la vision d'Erdogan concernant ces fameuses redistributions de zones, et c'est le site Géopragma qui parle de ça dans un certain nombre d'articles, les Chinois considérant que ces redistributions de zones sont au profit des pays occidentaux et que ça mérite renégociation. S'il arrive à avoir le soutien de la Chine, avec lequel en ce moment il est en train de s'allier davantage, parce qu'il inverse. Il y avait un article récent turc qui disait nous inversons les routes de la soie, puisqu'il va investir dans des chemins de fer vers la Chine maintenant. Donc, s'il arrive à s'entendre avec la Chine qui stratégiquement vise par voie routière à passer par les républiques du Caucase vers l'Europe et par voie maritime contourner le subcontinent indien et encercler l'Afrique, si j'ose dire, pour avoir accès à toutes sortes d'avantages, notamment les terres rares. Alors la stratégie de la Chine qui touche 70 pays et 4 milliards d'habitants de la planète, l'air de rien, effectivement, je suppose, je présume qu'ils voient Erdogan comme un levier potentiel. De même que je disais aussi tout à l'heure, les Américains voient Erdogan comme un levier potentiel pour aller tailler des croupières sur le territoire chinois parmi les pays d'origine turque qui sont dans les Ouïghours et tout le reste. Donc, Conflit, pour revenir à ta coopération, une question, fois de plus. comment? Et coopération en même temps, une fois de plus. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je dirais que la volonté. Alors, ce qui est intéressant, ce que Géopragma disait, d'ailleurs, je vante les mérites de ce site géopolitique. Caroline Galacteros, Voilà, c'est ça. notamment. Absolument. Géopragma a l'air de dire que, bon, aujourd'hui, ceux qui tiennent les vraies cartes, c'est bien entendu les Russes, les Turcs et les Iraniens dans le domaine du Moyen-Orient. Et les autres, plus ou moins, ont connu des échecs ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les cartes, mais ils ne sont pas en position de force comme il y a 10 ans. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que les Chinois se considèrent maintenant, du moment qu'ils sont ils sont devenus européens et africains, avec leur route de la soie, comme à l'époque de l'empereur Haussmann, ils sont donc très intéressés à redéfinir les stratégies pétrolières en Méditerranée. Et on n'exclurait pas que les Chinois passent des accords avec tel ou tel pays méditerranéen pour avoir des prospections, elles aussi, dans un certain nombre de zones. Ou tel pays du Golfe Persique, comme l'Iran peut-être aussi. Peut-être aussi, absolument. Ils ont déjà signé l'accord, ils ont déjà signé un accord avec l'Iran qui est non seulement économique mais géostratégique d'ailleurs. Et alors avec l'Iran, ils ont réussi un coup majeur parce que toute la politique américaine finalement a un effet retors. Je ne pense pas que ça soit voulu, ou si c'est voulu, c'est super malin, c'est que ça favorise les Chinois. On crée des sanctions avec la Russie pour la Crimée, la Russie est obligée de traiter des accords à long terme avec la Chine qui sont quand même assez favorables à la Chine. L'Iran, pareil. L'Iran est étouffé, il crée un accord stratégique avec la Chine et en contrepartie, quand même, la Chine lui apporte des investissements sur place en hommes et voire même des alliances militaires. Donc ça, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même important. Et des investissements en technologie aussi, j'imagine. Et la technologie. Donc effectivement, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc toute la politique américaine qui consiste à nuire aux pays qu'ils n'aiment pas, finalement, on les aide à se moderniser.
Intéressant. En fait, on en parlait avant. On est en train de passer du pacte de Varsovie et de l'Alliance Atlantique au pacte d'Astana. Donc, d'un côté, la nouvelle guerre froide, qui sera une alliance entre la Chine, l'Iran, la Russie et la Turquie, etc. Et de l'autre côté, le pacte d'Abraham, c'est-à-dire le plan de paix anti-chiite avec les pays du Golfe arabe et Israël et les États-Unis. Et l'Europe se retrouve en plein milieu de ça. Ben oui, Abraham, c'est Neptune et le nouveau pacte de Varsovie, c'est Tellus, quoi, en quelque sorte. C'est, et tu as raison, il y a une tendance lourde de dérive asiatique. Alors les Américains, parce que j'étais parti sur cette idée, donnent l'impression d'un certain recul en Méditerranée, qui est quand même masqué, comme le dit très bien Géopragma, par le fait qu'ils ont des tonnes de bases militaires déjà placées là, donc pour eux, ils veillent au grain. Deuxièmement, grâce à Trump, ils sont devenus autosuffisants en énergie, donc leur problème, c'est d'empêcher les autres d'en avoir, ou en tout cas de gêner la route des autres, et surtout de neutraliser l'Europe pour éviter qu'elle bascule économiquement dans l'Eurasie, Mhm. puisqu'à ce moment-là, si on avait un ensemble eurasien avec l'Europe, ça deviendrait la puissance économique mondiale. Mhm. Entre les technologies des uns et des autres, les On aurait populations et les... l'espace avec la Russie et l'Eurasie, et la technologie et la population, on l'a en Europe. Voilà. Donc, ça nous ramène effectivement à un excellent article de Géopragma sur la Méditerranée comme enjeu maquindérien. C'est un article payant. Et qui explique très bien qu'aujourd'hui, quand on regarde la carte du monde, on a le Heartland qui est essentiellement, qui avait été défini en 1904, mais qui ressemble beaucoup à la Fédération russe d'aujourd'hui. Et puis il y a tout le Rimland qui, lui, part de Vladivostok, descend jusqu'au Vietnam, l'océan Indien et remonte de l'autre côté jusqu'en Europe, sauf l'Angleterre. Et ça couvre tout le Moyen-Orient et toute la Méditerranée. Et donc, c'est en ce moment les enjeux géopolitiques ne portent pas tellement sur le heartland général, mais sur les rimlands qui eux-mêmes sont des micro-heartlands, si on ose dire, parce que la Chine est un rimland du point de vue eurasien, mais en même temps c'est un heartland local. De même pour la Turquie qui est un heartland local par rapport au reste. Et donc effectivement, Gilbert, tu as totalement raison, et c'est un peu là le risque de conflit, parce que d'un côté tu as une vision de ces gens qui s'allient, qui certes fonctionnent dans une économie de style capitaliste, mais pour qui le capitalisme est un moyen, ce n'est pas une fin religieuse, et qui donc ne sont pas tournés par le mondialisme de l'Ouest, comme les autres pays, les Qataris, les Saoudiens et tous ceux qui s'allient autour d'Abraham. Donc c'est effectivement deux conceptions de l'économie mondiale qui, l'air de rien, sont en train de naître et de se confronter. Alors, comment ça va finir? On ne sait pas, parce que les Américains, pour l'instant, tiennent la route. La présidence Biden, qui n'en est pas une, va probablement faire une espèce de fuite en avant, tôt ou tard. Il y a une implosion à l'intérieur du pays, puisqu'on assiste à une véritable, on en parlera peut-être dans une autre émission, Oui, et une révolution culturelle incroyable aux États-Unis. j'en Donc, profite ça veut pour. dire que les lobbies militaro-industriels tiennent bien l'État, tiennent bien l'armée, tiennent bien tout ce qu'il faut pour contrôler le monde, mais ils ne peuvent pas peuvent pas rester assis. Donc, il y a un besoin de neutraliser l'Europe le plus vite possible, éviter qu'elle tombe dans la bascule orientale. Et est-ce qu'il va y avoir, justement, à cause de la Méditerranée d'un côté et à cause de Nord Stream de l'autre côté, une espèce de guerre Mitteleuropa entre la Turquie et la mer Baltique, ou des conflits qui vont naître et se développer un peu sur le mode de la guerre 14-18 ou avant la guerre 14-18 avec les Balkans? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir où en sont les uns et les autres de ces stratégies. Et là, je n'ai pas la réponse, hein, je ne peux que me poser une question. J'en profite, vu que tu l'as mentionné, que tu es en train. J'en profite pour annoncer à nos auditeurs que tu es en train de nous préparer une émission sur les États-Unis. D'après toi. Oui, la question, ça sera, est-ce que les États-Unis existeront encore en 2040? Voilà, c'est tout un programme.
C'est tout un programme Si tu parce permets, que ça retournons sur reprendra des Erdogan. choses qu'on dit aujourd'hui, mais parce que tout est lié dans la vie. Mais fondamentalement, oui, c'est le, et la thèse sera que fondamentalement, les oligarchies qui dirigent les États-Unis vont utiliser les États-Unis jusqu'à la corde. Et puis après, bon, ils vont se rabattre sur l'Asie. Ils essayent de se rabattre sur l'Afrique, sur l'Asie, pour rebâtir un nouvel ensemble économique dans un nouvel ordre mondial. Bon, Mais ça, retournons sur la c'est. Turquie. J'aurais une question sur la Turquie. En fait, d'abord, je veux préciser quand même que vu qu'Erdogan perd des élections, c'est pas un dictateur comme on le présente en Europe, vu Non, qu'il joue le jeu démocratique. Bon, donc il est élu démocratiquement, il a survécu le coup d'État. D'ailleurs, au niveau de soft power, comme tu as mentionné, j'ai eu l'occasion de voyager sur Turkish Airlines juste après le coup d'État. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur tous les sièges de la Turkish Airlines, Istanbul est devenu un hub pour 3 continents, il y avait une brochure de qualité en quadrichromie montrant le coup d'État et comment Erdogan a survécu ce coup d'État voulu par l'extérieur d'ailleurs. Mais bon, pour revenir à la question précise, le canal d'Istanbul a fait en sorte que Erdogan a dû limoger des officiers turcs de l'armée turque qui étaient contre ce canal. Et il se trouve que ces officiers sont du courant eurasiatique. Donc est-ce que ce courant est mis à mal en Turquie en ce moment? impossible à savoir pour moi personnellement. Je pense que Erdogan est rentré peut-être dans une phase il est peut-être en train de se mettre les pieds dans le tapis en ce moment. Il a tellement lancé de balles en l'air que maintenant il essaye de savoir où il en est. C'est le danger pour la Turquie. Je pense que il pourrait voir les choses de façon beaucoup plus simple. Il pourrait se dire, avec la Russie, je vais faire ça. Avec les Iraniens, je vais faire ça. Avec les Européens, je vais faire ça. Avec les Africains, je vais faire ça. Et même avec les Américains, je vais faire ça. Mais il est tout le temps en train d'énerver les uns les autres, de changer d'avis. Donc, les Eurasiens sont probablement fâchés parce qu'ils y voient peut-être un moyen de nuire à la relation avec la Russie. C'est possible. Parce que si les Russes sont remontés contre les Turcs, est-ce qu'ils vont pouvoir, les Turcs, réussir à pénétrer encore davantage, réussir davantage dans les anciennes zones turcophones des deux empires? Si les Russes s'énervent un peu trop, ils risquent d'avoir des problèmes. Alors, mais je ne suis pas au fait des secrets de la pensée eurasienne de l'armée turque, pour être tout à fait honnête. Je ne sais pas si Ce vous avez un Erdogan l'armée avis. turque a été, c'est pas un peu l'armée turque a été dispersé totalement. en intervenant en Libye. Et comment tu vois la situation actuelle de l'intervention turque en Libye? Est-ce que c'est peut-être pas un peu, là, pour le coup, le pas de côté qu'il fallait pas faire pour Erdogan? Parce que c'est quand même, là, pour le coup, il risque de se heurter directement à l'Europe et aux États-Unis. Et puis, il se disperse peut-être un peu trop parce que l'axe eurasiatique est peut-être le plus prometteur à long terme. Ouais. L'affaire de Libye ne va Ben, pas je pense consolider que un régime Erdogan a pro-turc en Libye. Alors, je pense que Erdogan est un politicien, justement, qui a besoin de se faire élire, comme tu disais, Gilbert. Et je pense que ça fait partie de ces gestes symboliques qui peuvent coûter très cher, d'ailleurs, en ressources, euh, pour, comment dirais-je, essayer de conforter son électorat musulman anatolien. C'est-à-dire que là, ça donne vraiment l'impression qu'il Du recrée plateau, l'Empire hein, ottoman. les couches vraiment, les masses paysannes, les couches Voilà, les populaires masses du plateau paysannes anatolien, vraiment. qui sont des gens très patriotiques Voilà. On sait très bien et très religieux aussi. Mais, et encore une fois, ce n'est pas une religion salafiste ou wahhabiste. Mais ce sont des gens. Donc, c'est Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, il a fait ça symboliquement. Évidemment, ce n'est pas agréable pour les chrétiens. Mais donc, il a peut-être tenté de faire ça. Alors, il a énervé les Russes en soutenant Tripoli contre la Cyrénaïque de l'autre côté, mais d'un autre côté, il semblerait aujourd'hui que les Russes et lui s'entendent, parce que l'enjeu ultérieur des deux, c'est quand même justement d'avoir des zones économiques d'exploitation plus larges, et s'ils se mettent d'accord entre eux,
Mon ami turc, là, me disait, en fait, il faisait une analyse très simple. Il disait, en fait, Poutine, c'est un petit peu le type qui a un bâton, là, et puis qui essaye de canaliser Erdogan. Il le laisse faire un peu aller à droite à gauche, et puis quand il faut, il le remet un peu en place. Parce que Erdogan a une tendance un petit peu à l'instabilité. Il a de bons instincts, mais ce n'est pas un idéologue comme l'ancien ministre des Affaires étrangères que je citais tout à l'heure. C'est davantage un homme d'instinct. Alors, un coup, il appuie sur le bouton islam, un coup, il appuie sur le bouton turc et nationaliste, un coup, il appuie sur le bouton anti-impérialiste. Je pense qu'autour de lui, il a des gens qui sont, c'est pas lui qui doit tout faire sur toutes ces stratégies politiques, qui sont certainement moins incohérents que lui. Alors lui, c'est un peu le problème, comme Trump avait ce problème aussi. Il faut bien le dire. Les gens ne savaient pas toujours sur quel pied marcher. Alors ça pouvait être utile pour se faire élire, parce qu'on ne sait plus où il est, mais quand il faut gérer, c'est un peu différent. Donc, c'est un pas de trop. Les Américains, mais je pense fondamentalement, c'est la thèse de Géopragma, là encore, que les Américains tolèrent tout ça parce qu'ils veulent véritablement faire de lui le fer de lance en Asie contre les Chinois. C'est-à-dire que fondamentalement, ils veulent qu'il fasse un réveil islamiste anti-chinois. Donc, il lui laisse carte blanche en Méditerranée. Donc, il le laisse faire, et puis, et comme il est malin, de temps en temps, j'allais dire un gros mot, il casse les pieds aux Russes, et donc ça plaît aux Américains. Et puis de temps en temps, avec les Russes, il fait pareil, c'est-à-dire qu'il achète des missiles, antimissiles, ça énerve les Américains, mais ça force les Américains à s'occuper de lui. Il a besoin d'attention. C'est un peu comme un. C'est quelqu'un qui a besoin en permanence de, un peu comme Trump, de l'attention des autres. Il C'est pas veut le se cas. sentir au centre du jeu. Il veut se Comment? sentir au centre du jeu. Voilà, exactement. Alors, mon ami, mon ami Olivier Adam, que tu connais, Gilbert, qui est un ottomaniste distingué, me disait, sous forme de boutade, en réalité, dans le monde aujourd'hui, il y a des navigateurs de haute mer, c'est Poutine et le président Xi. Il disait ça à l'époque de Trump. Il y a ensuite des régatiers. Donald Trump est un régatier, il court des régates, alors que les navigateurs de haute mer partent conquérir des continents. Et puis, il y a un patron de chalutier qui s'appelle Erdogan, qui a sa petite flottille, et puis qui avance, qui tire son épingle du jeu, qui fait des affaires. Un coup avec les Kurdes, un coup. Comme il a toujours. Son mode d'action, c'est quand même. La famille d'Erdogan est quand même très affairiste. Donc ils sont là, ils se renvoient la baballe, etc. Quand il est lié aux intérêts pétroliers en Syrie, anti-Assad, c'est aussi parce qu'il fait de l'argent avec les islamistes, etc. Donc il n'a jamais été très clair. C'est ça un peu son problème. On ne peut pas dire que c'est un ottomaniste pur. Ce n'est pas un sultan qui se dit j'ai la charge d'un empire, je vais maintenir son intégrité, je vais l'étendre ou je vais le protéger. Ça, il n'est pas capable de faire ça. Il prétend vouloir faire un empire en utilisant l'image ottomaniste, je pense, hein, je pense. Il prétend être un islamiste alors qu'en réalité, il ne l'est pas fondamentalement. Il prétend être une société moderne à l'européenne, mais de moins en moins quand même maintenant depuis le coup d'État. Donc c'est un cynique mégalo, mais qui a de très bons instincts, selon moi. Alors, je pense qu'il est toléré par les Américains, pour résumer, qu'il est toléré par les Russes. Alors, d'une certaine façon, c'est peut-être un génie, parce que quand on regarde ce que faisait le premier Haussmann, fondateur de l'Empire ottoman, il faisait pareil. Il traitait avec les Byzantins, il traitait avec les autres Turcs, il traitait avec les Mongols. Il faisait des incursions quand il pouvait pas, il reculait. Et puis petit à petit, il a grappillé, grappillé, grappillé. Il y a peut-être une logique, finalement, qui est dans la poursuite totale de l'héritage byzantin, qui est le byzantinisme de la négociation. C'est possible aussi. Ce qui est intéressant peut-être de noter pour un soi-disant islamiste, c'est que les groupes nationalistes turcs laïcs le soutiennent en Turquie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en France, le mouvement turc qui a été dissous, ce n'est pas les mouvements islamistes turcs, comme l'association turque de la mosquée d'Alsace, mais bien les loups gris nationalistes de la jeunesse turque qui ont été dissous en France. Bon,
Bon, pour clore l'émission de ce soir, je te laisse la parole de la fin. Bon, alors écoute, c'est très gentil, merci. La fin n'est jamais la fin. Non, c'est-à-dire que je dirais que la Turquie, la question que nous avons posée pour commencer, la Turquie entre panthéranisme, islam et ottomanisme, je pense que c'est une fausse question. En ce sens qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est une Turquie ottomaniste ou néo-ottomaniste qui englobe les composantes islam et nationalisme. C'est une Turquie qui, quand même, est partie dans le bon sens, si j'ose dire, par rapport à l'ancienne Turquie kémaliste, en ce sens qu'elle tient compte des réalités géopolitiques générales et des réalités démographiques générales de la planète, et qui ne s'aligne pas sur des empires en voie de disparition, mais s'aligne plutôt sur des empires en voie de reconstitution, que ce soit la Chine ou la Russie, et essaye d'y apporter sa propre pierre en se présentant comme un empire régional au sens le plus large du terme. La question est-ce que la Turquie va continuer de le faire en choisissant un coup l'agression, un coup l'apaisement, ou est-ce que petit à petit, il va y avoir une synergie idéologique entre elle, la Chine et la Russie et d'autres à venir, et notamment l'Europe, pour effectivement réveiller le monde sous un jour complètement différent que celui de notre ordre mondial actuel. Le pacte d'Astana contre le pacte d'Abraham, en gros. Voilà, tu as le mot de la fin. Voilà, ben sur ce, je te remercie André. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours commenter l'émission dans les champs de commentaires. Et à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.